Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Le félin en liberté doté d'un collier avait été aperçu dimanche dernier errant dans les rues d'un quartier résidentiel de la ville, filmé par certains voisins ébahis de voir un tigre dans leur jardin. L'animal a été récupéré par l'épouse du propriétaire qui a accepté de rendre l'animal à la police, a expliqué la police de Houston lors d'une conférence de presse. Elle n'a pas précisé où avait vécu le félin depuis sa disparition, soulignant que l'épouse savait constamment où était le tigre, India. Elle a rappelé qu'il était illégal de posséder un tigre à Houston, contrairement à certains des comtés qui l'entourent. Vous ne devriez pas avoir un animal comme celui-ci chez vous, a expliqué Ron Borza. Cet animal n'avait que 9 mois et il pesait déjà 80 kg à l'âge adulte. Il peut faire jusqu'à 270 kg, il a encore ses griffes et peut faire beaucoup de dégâts, a expliqué la police. Le Texas est connu pour concentrer un nombre important de tigres en captivité. La loi de l'État permet d'en posséder à condition de s'enregistrer et de s'assurer que l'animal soit enfermé. En 2014, près de 5000 tigres vivaient en captivité aux États-Unis, un nombre supérieur à la population mondiale de tigres sauvages. Au moins 8 enfants ont péri sur la seule journée de dimanche dans des frappes sur un quartier de la ville de Gaza, ayant tué au moins 40 personnes au total, soit le bilan quotidien le plus lourd depuis lundi. 1230 Palestiniens ont été blessés depuis le déclenchement de ce nouveau cycle de violence entre l'armée israélienne et les groupes palestiniens armés à Gaza, dont le Hamas, au pouvoir dans l'enclave de 2 millions d'habitants sous blocus. Ces dernières 24 heures, l'armée israélienne a ciblé à Gaza 90 positions du Hamas et du Djihad islamique, deuxième groupe armé dans l'enclave, après des pluies de roquettes sur son sol. Elle a également détruit plusieurs immeubles d'une dizaine d'étages, dont celui abritant des locaux de médias internationaux, affirmant qu'ils étaient utilisés par le Hamas. Depuis le 10 mai, les groupes armés de Gaza ont lancé environ 3000 roquettes vers Israël, mais nombre d'entre elles ont été interceptées par le système de défense antiaérien. Ce nouveau conflit a commencé en réponse à un barrage de roquettes du Hamas sur Israël, tiré en solidarité avec les manifestants palestiniens et les centaines de Palestiniens blessés dans des heurts avec la police israélienne à Jérusalem-Est. Les affrontements au Proche-Orient risquent de déclencher une crise sécuritaire et humanitaire incontrôlable dans la région, a averti le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en ouvrant une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Le gouvernement sud-africain prévoit de vacciner 16,6 millions de personnes en 6 mois, dans cette deuxième phase de son plan pour immuniser la population, dont environ 5 millions de plus de 60 ans, d'ici fin juin. Ces objectifs seront atteints si les commandes de vaccins sont livrées à temps, selon le ministre de la Santé. Pays africain officiellement le plus touché par la pandémie, avec plus d'1,6 million de contaminations, dont 55 210 décès, l'Afrique du Sud n'a vacciné jusqu'ici que 1% de sa population dans une première phase d'essai clinique lancée en février auprès des personnels de santé et suspendue à plusieurs reprises. Le gouvernement a récemment repris la vaccination de 1,25 million de soignants du pays, mais la puissance africaine a accumulé du retard quand l'Union européenne et les États-Unis promettent de vacciner une vaste majorité de leur population d'ici l'été. À la traîne dans la course mondiale au vaccin, le gouvernement sud-africain affirme avoir désormais acheté assez de doses pour au moins 45 millions des quelques 59 millions d'habitants, soit suffisamment pour atteindre l'immunité collective, un objectif initialement prévu pour la fin de l'année. L'Afrique du Sud a reçu début mai un premier lot, plus de 320 000 vaccins du laboratoire américain Pfizer, d'une commande totale de 4,5 millions de doses. Après une accalmie, les contaminations ont à nouveau grimpé ces dernières semaines en Afrique du Sud, durement touchée par une deuxième vague fin 2020.
Quelques 96 personnes étaient toujours portées disparues après le naufrage de leur embarcation, a annoncé la marine indienne, dont 2 navires et des hélicoptères aide de recherche. Le bateau, avec 273 personnes à bord, desservait des plateformes pétrolières et était parti à la dérive lundi après que des vents puissants s'abattaient sur la côte occidentale de l'Inde. Un total de 177 passagers ont pu être secourus dans des conditions de mer extrêmement difficiles, a précisé la marine sur Twitter. Les opérations de secours devraient se poursuivre toute la journée, selon le ministère de la Défense. Le cyclone Toktae, qui a déjà fait au moins 24 morts et provoqué l'évacuation de plus de 200 000 personnes, a touché terre lundi au Gujarat avec des rafales atteignant 185 km/h selon le département météorologique indien. La tempête tropicale, la plus puissante à avoir frappé la région depuis des décennies, a fait des victimes dans les États du Kerala, du Goa, du Maharashtra et du Gujarat. Le cyclone frappe l'Inde à l'heure où le pays affronte une deuxième vague épidémique du Covid-19 d'une grande violence. Les hôpitaux sont saturés, les personnels soignants à bout de force, l'oxygène et les médicaments manquent. L'Inde, qui compte 1,3 milliard d'habitants, a dénombré plus de 25 millions de cas liés au Covid-19 avec plus de 278 000 morts. En première lecture mardi, les députés russes ont adopté une proposition de loi interdisant aux personnes impliquées dans des groupes catalogués comme tels de se présenter aux élections législatives. Un procès pour qualifier d'extrémiste le Fonds de lutte contre la corruption FBK et le bureau régional d'Alexei Navalny a commencé lundi à Moscou. Depuis le début de l'année, les autorités russes multiplient les offensives contre les activités de Navalny alors qu'approchent les élections législatives de septembre. Le scrutin s'annonce délicat pour le parti au pouvoir Russie Unie, impopulaire sur fond de lassitude des électeurs, de stagnation économique, de scandales de corruption, et cela malgré la popularité toujours réelle du président Vladimir Poutine. Alexei Navalny, inéligible depuis 2017, est lui-même incarcéré après avoir été condamné en février à 2 ans et demi d'emprisonnement pour une affaire de fraude datant de 2014, largement considérée comme politique. Son arrestation était intervenue quelques mois après un empoisonnement qui a failli le tuer et dont il accuse le Kremlin. Le texte voté mardi interdit à toute personne impliquée dans une organisation extrémiste d'être députée. Rétroactif, il vise tout individu ayant occupé un poste à responsabilité dans une organisation jusqu'à 5 ans avant sa qualification d'extrémiste, une durée ramenée à 3 ans pour les simples militants ou sympathisants. Si 293 députés ont voté en faveur du texte, 45 se sont opposés et le vote a été marqué par les critiques de certains députés du Parti communiste et de Russie juste, dont les positions sont généralement conformes aux volontés du Kremlin. Pour entrer en vigueur, la loi doit encore être adoptée en 2e et 3e lecture par la Douma, puis passer devant le Conseil de la Fédération, chambre haute du Parlement, des étapes qui sont généralement une formalité dans des institutions contrôlées par le Kremlin. La 2e lecture est prévue pour le 25 mai. Quelques 8000 personnes, selon le dernier comptage du ministère espagnol de l'Intérieur, ont réussi à passer illégalement à Ceuta ces derniers jours. La moitié des migrants ont été refoulés, quel que soit leur âge, en dépit de leur droit éventuel à une protection internationale. Certains sont passés par la mer à la nage, quand d'autres se sont faufilés à travers la clôture séparant le sol marocain de la plage espagnole. Depuis, l'Espagne a mobilisé des soldats anti-émeutes pour stopper le flux d'arrivants, tandis que, après plusieurs heures de passivité, les forces marocaines se déployaient tout au long de la frontière. Des dizaines de jeunes qui tentaient de forcer le passage dans la nuit de mardi à mercredi ont été bloqués côté marocain. Déterminés à passer, certains ont jeté des pierres sur les forces marocaines, provoquant des échauffourées. Déjà profondes au Maroc, les inégalités sociales se sont creusées depuis le début de la pandémie, les plus vulnérables s'appauvrissant, tandis que les plus nantis s'enrichissent, selon les données du Haut Commissariat au plan en charge des statistiques et de l'ONG Transparency International.
Certains arrivent même de Casablanca, la capitale économique du royaume, située à plus de 400 km au sud, et achèvent à pied leur parcours selon différents témoignages recueillis par l'AFP. La ruée vers Quetta a aussi attiré des migrants en transit depuis l'Afrique de l'Ouest ou du Moyen-Orient. Déçus par leur vie misérable, dégoûtés par l'absence d'avenir, parfois euphoriques, beaucoup de jeunes Marocains se disent prêts à tout pour tenter ou retenter de rallier le minuscule territoire européen hérité de la colonisation espagnole. Quetta et Melilla, les deux enclaves espagnoles frontalières du Maroc, sont les seules frontières terrestres entre l'Afrique et l'Union européenne. C'est un changement de qualification qui relève du mini-séisme en Argentine, où le PIB de Oro, bien plus qu'un footballeur, était l'idole d'un peuple. Le parquet de San Isidro, en charge de l'enquête, considère désormais que le décès de Maradona n'est pas le résultat d'une faute professionnelle ou d'une négligence de l'équipe médicale, mais que médecins et soignants n'ont rien fait pour empêcher sa mort quand celle-ci s'est matérialisée. Après tant d'injustices, la boucle est bouclée. Le plus important est le changement de l'accusation en homicide volontaire, a déclaré à l'AFP un membre du parquet. Sous le précédent chef d'accusation, les 7 mises en examen risquaient des peines bien moindres, comprises entre 5 et 15 ans de prison. Maradona, qui souffrait de problèmes aux reins, au foie et au cœur, est mort d'une crise cardiaque le 25 novembre 2020, quelques semaines seulement après avoir subi une opération du cerveau pour un caillot de sang. Il avait 60 ans. Cette nouvelle étape du travail judiciaire est consécutive à la parution début mai d'un rapport d'experts qui a conclu que l'ancien footballeur avait été abandonné à son sort par son équipe soignante, dont le traitement inadéquat, déficient et imprudent l'a conduit à une lente agonie. Les signes de danger de mort qu'il présentait ont été ignorés, estimés encore les 20 experts, dont les médecins légistes qui ont pratiqué l'autopsie et des spécialistes de diverses disciplines médicales, et les soins infirmiers prodigués sont entachés de déficiences et d'irrégularités. L'ancien champion du monde aurait eu de meilleures chances de survie s'il avait été hospitalisé dans un centre de soins approprié et polyvalent, avait-il encore affirmé.